le meeting de la Ligue trotskiste. Je vais commencer avec deux présentations de mon camarade Gabriel du secrétariat international de la LCI et ensuite mon camarade Emmanuel de la Ligue trotskiste. Voilà. Donc je vais leur donner la parole pour un quart d'heure chacun environ et ensuite on ouvrira le débat avec l'Assemblée. Voilà. Bonjour, je voudrais commencer par remercier Lutte ouvrière pour... Ça commence bien. Pour l'organisation et pour nous avoir permis de faire ce forum. C'est très important d'avoir des lieux comme ça où on peut avoir des débats au sein de la gauche pour la clarification politique. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est comment gagner les travailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux expliquer un peu, je veux motiver un peu pourquoi est-ce qu'on existe en tant que groupe. On est une toute petite organisation, comme vous pouvez voir parmi beaucoup d'autres organisations, et la plupart étant beaucoup plus grosses que nous. Donc, si on existe en tant que groupe, c'est parce qu'on pense qu'on a des réponses essentielles à apporter. On pense qu'il y a une crise dans l'extrême gauche, que le gouffre entre la classe ouvrière et la gauche, et l'extrême gauche, devient de plus en plus grand, et que la raison de cette crise, elle est politique. Et on pense qu'on a quelques réponses à apporter. Donc, ces réponses découlent fondamentalement de notre compréhension du monde. Je n'aurai pas le temps d'expliquer aujourd'hui toute notre analyse du monde, mais j'encourage les camarades à acheter notre brochure théorique qui explique plus en détail notre vision du monde. On pense que toute la période post-soviétique et la période actuelle encore est définie par l'hégémonie des États-Unis encore. Et donc, on pense que la lutte contre l'impérialisme américain, c'est absolument central. On ne pense pas aussi qu'il y a des nouvelles puissances, que la Chine est une puissance impérialiste, mais on pense que la Chine est un État ouvrier qu'il faut défendre. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Mais je vais sauter des étapes et arriver tout de suite aux tâches. Quelles sont les tâches qui découlent de notre analyse plus large? Et comme je l'ai déjà dit, il faut commencer par un constat de la réalité. Et je vais parler de la France, mais on pourrait dire la même chose pour beaucoup d'autres pays. Et ce qui est vraiment frappant dans la situation en France, c'est que la majorité de la classe ouvrière qui bouge vers la droite. Cette question est absolument centrale pour les révolutionnaires. Il faut avoir des réponses. Comment adresser ce problème? Comment surmonter le gouffre entre l'avant-garde des travailleurs dans l'extrême gauche ou les militants syndicalistes et la masse de la classe ouvrière? Donc, d'abord, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Premièrement, à cause des défaites. Défaite après défaite, les travailleurs français se sont battus, à chaque fois défaite. Donc, de cette démoralisation-là, on a la droite qui gagne du terrain. Donc, il faut comprendre cette réalité. La deuxième réalité, il faut comprendre que la gauche, elle est associée au statu quo de toute la période post-soviétique précédente. Et donc, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de travailleurs ne regardent pas vers la gauche. Et l'extrême gauche est souvent vue comme étant associée à la gauche. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'arriver là, il faut... Déjà, il y a deux éléments qui sont essentiels. La première chose, c'est reconnaître la réalité. De comprendre, parce que beaucoup trop d'organisations d'extrême gauche nient qu'il y a cette profonde démoralisation au sein de la classe ouvrière. Ou si, bon, évidemment, tout le monde peut observer que la RN gagne du terrain. Mais après, cet état des choses n'est pas ce qui définit leur tâche aujourd'hui. Ce qu'ils proposent, c'est encore, on va faire un autre tous ensemble, comme la dernière fois, mais un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, et cette fois, on va gagner. Mais non, il faut tirer des leçons. On ne peut pas juste faire la même chose à chaque fois et penser que ça va marcher. Il faut une autre stratégie. Et le deuxième point, c'est qu'il faut donner un rôle aux facteurs subjectifs. On ne peut pas juste penser que c'est les conditions objectives qui causent cette crise. Le rôle des révolutionnaires, ici, c'est notre critique de lutte ouvrière. Beaucoup des éléments de notre analyse avec lutte ouvrière sur le climat, le contexte social et aussi l'hégémonie des États-Unis, on se recoupe. Mais où on a une différence, c'est que nous, on pense que les révolutionnaires ont une tâche cruciale à jouer en ce moment, qui va plus loin que simplement parler
de la nécessité du communisme comme seule solution. C'est certainement vrai, il faut un parti révolutionnaire, il faut se battre pour le communisme, mais il y a des tâches concrètes aujourd'hui pour lesquelles il faut se battre. Donc, quelles sont ces tâches? Premièrement, pour nous, le marxisme est un outil pour guider la lutte des travailleurs. Comment ne pas perdre les batailles? C'est essentiel que les militants communistes dans la classe ouvrière mettent de l'avant des tactiques et des méthodes qui puissent avancer la lutte des travailleurs concrètement. Et donc, quels sont ces trucs-là? C'est pas des grandes découvertes ou des formules ultra compliquées. C'est des trucs de base. Il faut des caisses de grève avant d'aller en grève, pas une fois que la grève est déjà commencée. Ça, c'était déjà clair dans Germinal, pour ceux qui l'ont lu. Il faut pas avoir 4-5 syndicats tous divisés qui font des grèves de manière différente. Il faut des piquets de grève, il faut arrêter la production. Si on veut que la grève gagne, il faut arrêter la production. Donc pourquoi est-ce que les militants d'extrême gauche ne travaillent pas ensemble pour mettre de l'avant comme ça des tactiques qui permettent de gagner les grèves et construire une vraie opposition à la bureaucratie syndicale sur la base de tâches concrètes? Donc voici notre première grande perspective. Il faut en France des luttes défensives, il faut construire des oppositions aux syndicats maintenant, et cette opposition doit vraiment être forgée dans les tâches concrètes de la période. Combien de temps? OK. Donc, deuxième grand problème, c'est il y a beaucoup, pour les travailleurs qui regardent vers la gauche, ils regardent vers la LFI. Et donc, c'est un vrai problème pour les révolutionnaires. Il faut avoir des réponses à ce problème. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que les travailleurs et les minorités en France regardent vers la LFI. Ils regardent vers la LFI parce que c'est la seule force politique qui semble être du côté des Palestiniens, qui semble être au côté des banlieues, qui semble vraiment être une alternative à la montée de la droite. Donc, si les révolutionnaires veulent être un facteur aujourd'hui, il faut être capable de contester l'hégémonie de la LFI dans la gauche. Donc, c'est quoi le problème avec la LFI? La LFI, elle a un pied dans chaque camp. D'un côté, elle dit qu'elle est avec la Palestine. De l'autre côté, elle dit qu'elle est avec les banlieues, qu'elle veut lutter contre l'extrême droite. Mais de l'autre côté, la LFI est 100% pour le républicanisme français. Et ces deux choses sont fondamentalement incompatibles. Tu peux pas être pour l'ordre républicain français, pour la tradition de l'Empire français, et défendre la Palestine. Ces choses-là ne fonctionnent pas. Même chose pour défendre les jeunes de banlieue. Tu peux pas être un républicain français conséquent et aussi défendre de manière conséquente les jeunes dans les banlieues. Et donc, la tâche des révolutionnaires, c'est... Oui, bon, évidemment, tout le monde, beaucoup de gens dans la gauche s'attaquent au côté droitier de Mélenchon. Bon, il dit telle déclaration de droite, blablabla. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'attaquer au côté de gauche de Mélenchon. Pourquoi les gens ont des illusions dans Mélenchon? Bon, je dis pas il faut juste l'insulter. Il faut exploiter les contradictions du mélenchonisme. Il faut pousser de l'avant la lutte pour la libération de la Palestine et montrer comment est-ce que l'attachement de Mélenchon au républicanisme est un obstacle à ce but. Donc, dans la lutte, en front uni, exploiter les contradictions du mélenchonisme. Et donc, une des côtés les plus forts, une des faiblesses les plus claires du mélenchonisme, c'est justement l'arc républicain. Donc Mélenchon, totalement aux dernières législatives, c'est totalement courbé les chines, a permis à des macronistes, etc., de se faire élire, au nom de lutter contre la droite. Mais évidemment, qu'est-ce que ça le fait? C'est quoi le résultat? Est-ce qu'on est dans une meilleure position aujourd'hui ou non? Non, la droite est encore plus forte. Et donc, pour ceux qui pensent que Mélenchon est la seule alternative à la montée de la droite, il faut justement leur expliquer comment est-ce que non, la stratégie de Mélenchon, en fait, renforce la droite. Et c'est essentiel pour que les révolutionnaires soient un facteur, doivent être capables de manière efficace de contester comme ça l'hégémonie des mélenchonistes. Mais je pense que beaucoup dans la gauche ont peur un peu. Si on s'attaque là, on va se mettre à dos les jeunes de gauche en France aujourd'hui. Bon, évidemment, il faut le faire de manière intelligente, mais c'est vraiment une tâche centrale si l'extrême gauche veut être une force pertinente en France. Je vais juste finir avant de passer à Emmanuel. Une tâche qu'on pense qui est absolument essentielle aujourd'hui, c'est de défendre les militants d'extrême gauche qui sont sous attaque. Je parle notamment d'Anas Kazib et de Gaël Kirante. C'est frappant, ils ont un procès dans la même semaine. On dirait que
tout le monde oublie que c'est en fait presque dans la même semaine, ces deux procès. On devrait déjà avoir une campagne de défense unie entre ces deux organisations. Ça me semble être évident. Et aussi, j'appelle vraiment aux militants de lutte ouvrière, vous devez vous mobiliser pour Anas Kazib, pour Gaël qui rentre. Vous devez aider à financer leur campagne de défense aussi. Vous avez beaucoup de militants et ça peut faire une différence. Maintenant, je vais passer à Emmanuel. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel. Je suis minot depuis 2010 à la SNCF en région parisienne et je travaille en tant qu'aiguilleur du rail. En fait, ça sera un peu dans la continuité de ce qu'a dit Gabriel. Et je vais essayer de partir de mon expérience à moi. Donc comme je vous ai dit, je suis cheminot depuis 2010. Et depuis 2010, donc depuis 15 ans, j'ai connu 5 grosses grèves. Et malheureusement, 5 grosses défaites. Donc j'ai fait la grève de la réforme ferroviaire de 2014, la grève de 2016 contre la loi travail, 2018 contre la fin du statut, et les 2 grosses grèves de 2019 et 2023. Et à chaque fois, la bureaucratie nous a menés à la défaite. Ok, on a perdu. Moi, je peux vous dire ce que c'est perdre 5 fois d'affilée sur son lieu de travail avec ses collègues. Aujourd'hui, en fait, les conditions de travail des cheminots, c'est terrible. On est tous divisés dans des groupes différents. La SNCF est divisée en différents TSA, voyageurs, réseaux, etc. En fait, on travaille. Je suis aiguilleur, mais je ne suis pas dans le même groupe que les conducteurs. Dans les faits, c'est comme si on travaillait dans des entreprises différentes. Et on subit réorganisation sur réorganisation. Vous avez peut-être pu voir, là, il y a une grève en cours au Bourget. C'est encore une réorganisation, donc une réorganisation des postes d'aiguillage. J'ai subi la même chose, moi, dans mon secteur au service l'année dernière. Donc ça, c'est la réalité pour les cheminots. Donc, comme j'ai dit, dégradation de conditions de travail, division entre nous, donc la fin du statut, division donc les collègues qui ne sont pas au statut, les collègues qui sont en CDD, les collègues qui sont en intérim, les collègues qui sont en sous-traitance. C'est ça la réalité des cheminots. Et donc la réalité, c'est que pour nous, donc, ces 5 défaites, là, que je vous ai dit en 15 ans, fait que d'un bastion de la lutte des classes, qui était les cheminots, maintenant c'est malheureusement un peu... ça a été réduit, mais extrêmement fortement. Et on a pu le voir même sur les 2 dernières grèves, qui sont un peu des caricatures malheureusement de ce qui a été la puissance des cheminots, et je vais revenir tout de suite. Donc ces défaites-là, elles ont fortement affaibli les syndicats, et même sur le terrain, les forces militantes syndicales sont réduites à peau de chagrin. Je vais faire un point, qui je pense est important, comme on est entre militants révolutionnaires ici, c'est de reconnaître la réalité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait un tableau, j'ai fait un tableau sombre de ce qu'est la réalité pour les cheminots, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que toutes ces défaites-là, ça a induit une énorme démoralisation chez nos collègues. Il y a un gouffre énorme entre les militants d'extrême gauche, ou même les autres militants qui partent en grève et qui suivent toutes les grèves, et le reste de nos collègues. La réalité, c'est pas parce qu'ils acceptent toutes les réorganisations, toutes les attaques. C'est que en fait, cette apathie-là qui est flagrante pour tout cheminot, c'est qu'ils ne voient aucune alternative à la politique de défaite de la bureaucratie. Et ça, on a pu le voir encore là sur les 2 dernières grèves. Donc il y a eu la grève en décembre 2024, là, qui était une soi-disant grève reconductive sur la question du fret, où on a perdu. Ou de reconductive, la grève n'a pas duré même pas 24 heures. Pour un exemple, moi j'ai été aménagé, je me suis retrouvé avec 5 collègues, dont 2 retraités. Ça, c'est une réalité. Et il y a eu la grève là, de début mai, donc qui a été marquée par, dès le départ, une division syndicale et corporatiste, basée sur les demandes totalement justifiées sur les salaires, sur les primes de travail, contre les organisations sur les temps de travail, les plannings qui sont modifiés à la dernière minute ou 24 heures avant. Donc toutes ces questions-là qui concernent tous les cheminots, en fait,
les directions syndicales, ils ont décidé de mobiliser en priorité les conducteurs et les contrôleurs, et à des jours différents. Donc on se retrouve dans une situation totalement grotesque, où, c'était la semaine du 5 mai si vous vous rappelez, en début, le lundi et le mardi, la CGT Cheminot appelle les conducteurs et les contrôleurs à la grève. Sudrail n'appelle pas à la grève ses mêmes collègues. Passé mercredi, c'est au tour de Sudrail d'appeler à la grève les conducteurs et les contrôleurs. Moi qui suis aiguilleur du rail, j'ai subi les mêmes choses, mais que dalle. Et donc ça, c'est la réalité des cheminots. Donc bien sûr, ça a été une défaite. Ok, ça c'est une défaite. Et donc en fait, depuis moi je suis à la SNCF, on se tape toujours le même schéma. C'est quoi? Les directions syndicales appellent à la grève, soit reconductible, soit sur les grèves carrées de 24 heures ou de 48 heures. Ok. On appelle à la grève, il y a un préavis local ou national. Ça, si les collègues sont au courant, que généralement les directions syndicales, ils ne font même pas la peine de mobiliser. C'est les militants, notamment d'extrême gauche, qui font le boulot sur le terrain pour mobiliser les collègues dans les faits. Ils se contentent, dans la grande partie du temps, d'un préavis sur la boîte mail, de trop. Bref, donc pour revenir, donc préavis, pour un appel soit local, soit national, pour des grèves reconductibles de 48 heures. Et arrivé la grève, qu'est-ce qui se passe? Chacun part à la grève individuellement. Nous on est cheminots, on fait circuler les trains. Un truc de base, pour nous cheminots, la grève ça veut dire aucun train circule. C'est ce que j'avais vu moi en 95, ça existe dans l'histoire du mouvement ouvrier des cheminots français, ça existe. Aujourd'hui ça c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que les directions syndicales, elles organisent dès le départ la défaite. Donc je reviens. Aucun train circule, c'est la base pour qu'une grève gagne chez les cheminots. On est d'accord? Mais pour faire ça, il faut les moyens pour interdire que la circulation circule. Ça s'appelle des piquets de grève qui ont disparu et qui ne sont pas du tout mis en avant par les directions syndicales. Et comme je vous ai dit, donc, pour gagner une grève, c'est sur la durée. Je reviens sur 2023. Macron est déterminé à nous faire passer sa réforme sur les retraites. Ça veut dire qu'on est déterminé de notre côté pour gagner sur le long terme. Et pour nous, ça veut dire partir avec une caisse de grève. Aujourd'hui, en 2023-2019, c'était la même chose. Les cheminots, on part en grève individuellement. Et puis, Inch'Allah, si on arrive à avoir une caisse de grève qui peut nous maintenir dans le temps. C'est envoyer, en fait, des soldats à la guerre sans munitions. Et donc ça, c'est la réalité pour les cheminots. Et j'espère qu'on pourra en discuter s'il y a d'autres collègues cheminots d'autres groupes. Donc ça, comme je vous ai dit, ce cercle vicieux, je l'ai vécu trop de fois. Et je sais que chaque cheminot ici présent, ou même chaque ouvrier qui a fait des grosses grèves, il l'a vécu aussi. Nous, notre point, c'est qu'on veut stopper cette merde. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Notre point, c'est que les syndicats, c'est pas l'outil de la bureaucratie, ça doit être l'outil de notre classe. Et pour que ce soit le cas, c'est les militants révolutionnaires qui doivent diriger ces syndicats sur une base d'un point marxiste. Pourquoi? Parce que nous, on comprend que notre ennemi, c'est l'État, c'est la direction. Donc c'est clair que pour gagner une grève, on va falloir mettre en place, comme a dit le camarade, des piquets de grève, des caisses de grève, etc. Et on va chercher à organiser les collègues contre ça. Nos directions syndicales, les Sophie Binet, les Thierry Nel, je prends aussi les directions syndicales bien sûr du Sudrail, eux, ils considèrent que c'est normal que le capitalisme soit au pouvoir. C'est pour ça qu'ils pensent qu'au fin de compte, la limite c'est juste de négocier pour que la grève n'aille pas trop loin. Les révolutionnaires, en tant que révolutionnaires, c'est pas que nous, mais les autres aussi, on a la compréhension que c'est les travailleurs qui doivent gagner. Que ce soit pour faire la révolution, mais aussi pour les grèves locales, pour défendre son salaire, pour défendre le collègue contre la direction, etc. Donc je vais vraiment articuler sur ça. Si on n'invente rien, on revient sur ce qui était mis en avant les communautaires, c'est-à-dire faire un travail communiste dans les syndicats, que ce soit les communistes qui dirigent contre la bureaucratie syndicale. Mais ça, c'est pas la réalité de ce que fait les groupes d'extrême gauche.
Alors on est d'accord, si vous lisez Lutte ouvrière, si on lit NPAR, si on écoute Révolution permanente, ils critiquent tous, à juste titre, la bureaucratie syndicale. Mais dans les faits, toute l'activité qui est vraiment de ces groupes-là n'a pas pour but de dégager la bureaucratie syndicale. L'axe stratégique en fait, du NPAR, Révolution permanente, Lutte ouvrière, c'est l'appel à l'organisation à la base comme une solution miracle. Ça veut dire qu'on va, à travers la grève, contourner la bureaucratie et non pas la confronter politiquement. Et ça, c'est d'autant plus inepte ou ça a encore moins en moins de sens qu'on sait qu'aujourd'hui, même pour convaincre que les collègues partent en grève 24 heures, c'est une bataille. Comme ça revient même sur les AG qui sont devenus ridicules. Chaque collègue cheminot sait que lors des AG, on ne fait que se réduire à force des défaites. Et maintenant, on se retrouve en fait entre militants d'extrême gauche ou militants syndicaux combatifs en tête à tête avec nos bureaucrates locaux ou les bureaucrates nationaux. Ça, c'est ça la réalité et ça montre aussi le gouffre qui existe entre nous camarades et nos collègues. Bon, Gabriel a parlé de la montée de l'extrême droite. Je vais juste faire un petit point important, je pense, sur la question de l'Union européenne. Parce que dans l'extrême gauche, l'Union européenne, c'est pas quelque chose qu'on veut prendre, qu'on veut batailler bille en tête. Alors que si moi, je prends l'exemple des cheminots, on se tape les conséquences de l'Union européenne à travers toutes les conséquences de la privatisation. C'est au nom des directives de Bruxelles que la SNCF est démantelée, que le chemin de fer est privatisé. Pourquoi? C'est à la fois pour exploiter les cheminots français, mais ça permet aussi au groupe de la SNCF, c'est-à-dire un mastodonte de l'impérialisme français, de pouvoir aller exploiter nos frères et sœurs cheminots et cheminotes qui sont dans l'Union européenne. Un exemple flagrant, concret, c'est le Ouigo en Espagne, où nos frères et sœurs cheminotes se font exploiter par la SNCF. Bon, je vais un peu conclure. Donc comme a dit Gabriel, l'heure n'est pas à l'offensive, mais à la défensive. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, au contraire. C'est le moment de discuter entre nous, de se réarmer et récupérer les syndicats. Il faut qu'on rejette la stratégie perdante de la bureaucratie syndicale pour pouvoir lutter contre les attaques à venir. On est tous militants cheminots, on est tous syndiqués. C'est normal, qu'est-ce qu'on fait dans les syndicats si on ne cherche pas à diriger ces syndicats sur notre programme politique? Il y en a marre qu'on soit tous divisés chacun sur nos lieux de travail, divisés par groupe. C'est le moment de discuter, de faire le bilan et d'avancer, mais en prenant la réalité en face. On a quelques propositions à faire et sur lesquelles on aimerait mettre en avant pour réarmer et regagner les syndicats. Donc la concurrence entre syndicats, ça suffit. On est pour l'unification syndicale. On veut mettre en avant des piquets de grève pour stopper la circulation. Des caisses de grève pour éviter l'effondrement financier des grévistes. On veut une campagne de syndicalisation sur la base de l'embauche de tout le monde au statut de cheminot. On mettrait aussi en avant que la SUGE, c'est des flics, c'est pas des collègues, c'est pas des ouvriers en uniforme, ils n'ont rien à faire dans le syndicat. Dehors. Et on mettrait aussi en avant à bas l'UE, au diable, à ces directives libérales anti-ouvrières. J'invite tous les personnes présentes, ouvriers, cheminotes et amis, à se procurer donc, les 2 derniers bolcheviks où on a fait des bilans sur les grèves cheminotes. Et le dernier Spartacus en français avec notre perspective pour les syndicats, donc pour un travail syndical révolutionnaire. Je vous remercie et j'ai hâte d'entendre la discussion. Bonjour, merci camarades. Donc on a 35 minutes à peu près pour la discussion. Je pense que le cadre a été très bien planté d'une façon très concrète avec l'exemple des cheminots. Donc j'invite maintenant les camarades à prendre la parole, à intervenir. Je vous propose un tour de discussion de 3 minutes. C'est pour vous, monsieur à gauche. Comment, alors que les syndicats, les partis politiques existent déjà, réunir les gens de gauche sous la même bannière
créer une force politique ou syndicale ne ferait que séparer encore une fois de plus les forces. Mais faire une coalition, ce serait encore un échec, comme on l'a répété ces dernières années. Ok, je suis pas sûr si j'ai tout à fait saisi la question, mais la question c'est comment il faut une base politique solide pour unir les forces. C'est-à-dire, c'est pas juste d'agglomérer les syndicats n'importe comment ou même l'extrême gauche n'importe comment. Mais si on met des balises politiques claires pour un travail commun qui est en contreposition à la bureaucratie syndicale, ça permet d'unifier. La raison pourquoi est-ce que l'extrême gauche est divisée, la raison pourquoi est-ce que les syndicats sont divisés, c'est pas si différent fondamentalement. Il y a une raison politique. Et si on veut unifier l'extrême gauche, si on veut unifier le mouvement ouvrier, il faut attaquer les raisons politiques pour la division. Je m'appelle Maeve et je suis un militant de la section américaine de la Ligue pour le quatrième international. La Ligue communiste internationale ici veut vous dire comment rallier les ouvriers. Et je veux poser la question, comment ça se passe pour vous? Le LCI ont abandonné leur programme historique sur la Chine, sur la question nationale, sur l'indépendance de classe des ouvriers, parmi d'autres, dans un barrage de feuilles et de combines pour faire fortune rapidement. Un dégagé aux États-Unis concerne un des aspects les plus fondamentaux de la lutte pour le communisme aux États-Unis, la lutte contre l'oppression des Noirs. Le LCI dit que la manière en que le meurtre raciste des Noirs par les flics aux États-Unis peut être arrêté et si les policiers rendent leurs archives publiques. Le premier, vous ici en France et dans plusieurs des pays dans le monde avez-vous les vidéos de Noirs tués par les flics, vrai? Rien n'a changé. Mais la raison vraie pour cette position n'est pas pour terminer les meurtres racistes par les flics. En fait, ils ont fait des excuses pour les meurtres d'un homme noir sans abri sur le métro à New York. La raison réelle est pour gagner les ouvriers à un programme totalement opportuniste, un programme de collaboration des classes. Ce sont quotations de leur article sur le sujet. On a besoin d'une lutte qui unira les plus larges possibles. Il faut se mobiliser pour faire pression sur tous les politiciens libéraux et progressistes qui disent que défendre les ouvriers et les droits des Noirs. C'est un programme pour semer les illusions aux partis et forces bourgeoises avec les libéraux. Libéralisme n'est pas seulement une idée. Il a des expressions concrètes. Une des expressions de libéralisme est lutter pour faire pression sur les faux amis de les opprimés. La section américaine de notre organisation a fait des efforts pour mobiliser la classe ouvrière complètement indépendante des forces bourgeoises pour utiliser leur propre puissance dans leur propre défense. Nous avons organisé des comités de travailleurs pour la défense des immigrés. Nous avons formé des comités dans nos lieux de travail et dans nos syndicats pour faire combattre les attaques. C'est comme on peut lutter là que le LCI voit comme un monstre sur le libéralisme, pas avec la pression sur les politiques libérales. Oui. Bon, écoute, j'ai critiqué dans ma présentation plusieurs autres groupes d'extrême gauche, mais nous-mêmes, on n'est pas sans critique. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a pendant plusieurs années eu une direction qui était totalement fausse. Une des conséquences de notre fausse orientation a été la création de ce groupe.
Et vraiment, je pense que c'est vrai de dire qu'on récolte ce que l'on sème. Et donc, l'intervention qui a été donnée par la camarade, c'est exactement le genre d'intervention qu'on aurait donné il y a quelques années. Très démagogique, qui ne permet pas vraiment de comprendre pourquoi, de quoi exactement est c'est quoi exactement le point, et surtout qui n'a pas vraiment rapport avec le sujet actuel. Mais plus fondamentalement, la question qui n'a pas été répondue et qui répond ni par rapport à la France ni par rapport aux États-Unis, c'est comment unir les travailleurs dans le contexte actuel, comment résoudre ce gouffre entre la classe ouvrière et l'extrême gauche. Et cette question, vous n'avez absolument pas de réponse. Et c'est le thème principal de notre débat. Merci. D'autres interventions? C'est où? C'est aussi long. Oui, bonjour. Donc la question est aussi bien pour le camarade québécois et les deux autres qui sont au panel. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire une coalition ou une alliance entre tous les partis trotskistes comme LO bien sûr, le NPAR, et même les autres, et même Révolution Permanente et même les autres, pour pouvoir justement gagner la bataille, et pas seulement au niveau électoral mais même au niveau des luttes, et même être une alternative à la France insoumise, hein, parce que quand on sait que Jean-Luc Mélenchon, qui passe pour certains dans les médias pour un homme d'extrême gauche, alors que ça fait longtemps qu'il a quitté cette mouvance, hein, ça fait au moins plus de 40 ans, il ne faut pas oublier que maintenant, il était ministre de Lionel Jospin il y a un quart de siècle, hein, même si les gens l'ont oublié, hein, donc il ne peut absolument pas représenter la classe ouvrière dure, hein. Donc ne faudrait-il pas justement une telle coalition pour justement gagner je dirais pas les banlieues, hein, parce que le terme est un petit peu trop, je dirais, enfin, des quartiers populaires, et puis aussi même les sans-abri, enfin, toute la classe des exploités. Merci pour la question. Je pense que c'est une question intéressante qui vaut la peine d'être discutée. Je pense qu'en fait, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi est-ce que tous ces groupes ne s'unissent pas? Donc, je vais commencer par dire, je pense que c'est essentiel qu'il y ait plus de collaboration entre les groupes d'extrême gauche. C'est pas sérieux de se présenter devant la classe ouvrière sans pouvoir donner une explication convaincante de pourquoi on est dans des organisations différentes. Donc, c'est essentiel de surmonter ce problème. Il y a des endroits clairs où il devrait y avoir collaboration. Au niveau des luttes électorales, c'est clair, c'est évident. Au niveau des luttes de la classe ouvrière, il faudrait travailler au maximum. Et aussi, je pense qu'il faut beaucoup plus de débats et il faut essayer vraiment de clarifier les différences politiques. Ceci dit, nous, on n'est pas pour si on fait juste unir tout le monde tout de suite, alors qu'on a tous des programmes différents, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire, parce que comme j'ai essayé d'expliquer, il y a des raisons politiques pour cette division. Et si on veut unir l'extrême gauche, il faut résoudre les questions politiques qui sont derrière la division d'extrême gauche. On ne peut pas sauter par-dessus ce problème. Donc oui, il faut du travail commun. C'est quelque chose qui doit être fait beaucoup plus. D'ailleurs aussi le travail de défense, ça c'est essentiel. La bourgeoisie française est à l'offensive. C'est essentiel qu'on travaille ensemble pour défendre nos camarades qui sont sous attaque par l'État. Donc c'est essentiel. Mais bon, au niveau des différences politiques, je pourrais tracer deux grandes tendances selon nous dans l'extrême gauche française, et c'est ce problème qu'il faut surmonter si on veut avoir l'unification. Selon nous, lutte ouvrière s'attache vraiment de manière orthodoxe comme au principe du communisme et tout, à la construction d'un parti révolutionnaire, etc., et voilà. Mais
au niveau de comment on met ça en application en ce moment, dans les conditions actuelles, ça fait défaut. Faire du travail, donc c'est ça, je pense que c'est... Bon, il faut parler des principes en général, mais la tâche des communistes, c'est vraiment de guider les luttes actuelles des travailleurs. L'autre courant pour nous dans l'extrême gauche française, c'est de simplement se mettre à la remorque des mouvements actuels ou des directions actuelles sans offrir vraiment un pôle alternatif qui participent dans la lutte, qui se battent, qui sont de toutes les batailles, mais qu'au cours de cette lutte elle-même, ils ne construisent pas en fait une direction révolutionnaire alternative. Donc voici pour nous le problème politique qu'il faut surmonter pour être capable d'unir politiquement l'extrême gauche française. Oui, juste par exemple sur la question des cheminots, et le fait que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'on a des militants des différents groupes dans les cheminots, mais qui collaborent même pas ensemble en fait. Et la question c'est, quand ils collaborent ensemble, c'est est-ce que c'est une politique efficace contre la bureaucratie syndicale, ou c'est en fait juste pour pousser encore plus à gauche, à plus de combativité, mais sans jamais remettre en question, et de façon efficace en tout cas, la bureaucratie syndicale. C'est nécessaire que les militants révolutionnaires aient ces discussions-là de clarification, comme a dit Gabriel, mais même à ce niveau-là, dans nos industries, que politiquement on discute, on clarifie les obstacles aux victoires des ouvriers en fait. Qu'est-ce qui bloque politiquement? Par exemple, je prends un exemple simple. Lors de la grève de 2020, sur la grève sur le fret là, en 2024, on est intervenu, des camarades à moi sont intervenus à l'AG de Gare du Nord, où il y a des militants de lutte ouvrière. On a cherché à mettre en avant ce que je vous ai dit tout à l'heure là, que c'est nécessaire de lutter pour mettre en place, même si c'est pas possible tout de suite là, maintenant, mais de lutter pour que ce soit ça l'objectif, de mettre en place pour des piquets de grève ou des caisses de grève, ce qui est nécessaire juste pour gagner une grève. Mais une camarade cheminote de LO nous a répondu que ça c'est du cinéma. Pourquoi? Parce que LO pense que ces bases-là, c'est pas besoin d'être révolutionnaire. En fait, c'est pas possible en fait. La conscience est trop basse, etc. Donc ça, c'est aussi une capitulation à la bureaucratie. Donc c'est ces questions-là qu'on doit résoudre. Bon là, je parle de Hello, mais on peut parler aussi du NPR ou de RP. Mais bon voilà, je voulais juste donner un petit exemple concret. D'autres interventions, je vous encourage à prendre la parole. Je vois une intervention ici. L'intervention que je voulais faire, en fait, c'était pour poser une question et pour dire aussi, j'ai fait des grèves, j'ai eu la chance d'avoir une caisse de grève, d'avoir pu avoir ces petites victoires, mais qui, je le sais, de la part des collègues qui travaillent en Corse, là-bas, auront dans quelques années en fait disparu avec la bureaucratie d'ici 1 ou 2 ans. Même ces victoires, en fait, il faut les maintenir, il faut les conserver. Elles sont dures à avoir, mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que voilà, moi je ne travaille plus à l'endroit où je travaillais, où on a réussi à faire ces grèves, réussi à avoir ces victoires, et avec comment fonctionne le travail aujourd'hui, avec les contrats de plus en plus précaires, de plus en plus courts, des contrats de 3 mois par-ci, des contrats de 3 mois renouvelables qui peuvent s'arrêter n'importe quand, du jour au lendemain. C'est aussi de plus en plus dur de garder, de conserver et de créer aussi cette culture syndicale au milieu de toutes les personnes qui sont changeantes, des équipes qui changent. Il faut toujours convaincre, il faut toujours en parler, il faut essayer de garder une lutte avec des personnes qui changent. Je ne sais pas si vous avez des idées, ce que vous pensez avec cette ubérisation du travail, cette précarisation de l'emploi en général,
comment on fait pour avoir ces piquets de grève? Comment on fait aujourd'hui, dans la situation actuelle, pour recréer tout ça qui existait, mais dans un travail complètement différent, dans un travail plus à long terme, plus posé et structuré? Je pense que ton intervention est vraiment intéressante. En fait. Tu vois, moi quand je suis rentré à la SNCF, j'ai pas connu les mouvements 95, mais si tu regardes même ou 86 même, on voit des cheminots sur les voies en train de bloquer concrètement une circulation. Mais pourquoi ça, c'est pas inimaginable aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive plus à faire ça? C'est une question simple, d'accord? La réalité, en fait, c'est aussi une conséquence des défaites. Dans la présentation, je n'ai peut-être pas été clair, mais en fait, à chaque défaite, on recule. On recule. Pardon. On fait que reculer. Donc, par exemple, un truc, la question du statut. Quand je suis rentré, le statut, bon, c'était déjà sous menace, mais il existait encore. Aujourd'hui, c'est intégré. Donc, on a perdu le statut là en 2020. Mais ça, c'est une division parmi les collègues. Les collègues qui sont recrutés plus au statut, ils sont vulnérables, hyper vulnérables. Et ils sont, pour le même travail, ils sont pas payés pareil. Par exemple, il n'y a pas la même grille de salaire, ils n'ont pas les mêmes augmentations. Chaque année, en fait, ils vont devoir négocier avec leur chef pour pouvoir avoir un pourcentage minime d'augmentation. Et alors que le statut permettait en fait juste d'éviter ça, d'être confronté en tête à tête avec son chef. Donc ça, c'est un truc concret. C'est chaque défaite. On n'est pas la révolution est pour demain et les piquets de grève c'est pour demain. C'est pas ça. On dit que si on veut gagner, il va falloir lutter pour que ça devienne une réalité à un moment donné et qu'on reconstruise nos syndicats à tous les niveaux en mettant en avant ça vis-à-vis des collègues. Pourquoi les collègues ils sont aussi démoralisés? Pourquoi ils se mettent même plus en grève pour 24 heures? Parce que perdre un salaire sur une journée c'est énorme. On doit se nourrir, on a nos crédits, on doit payer notre voiture, etc. etc. Donc voilà, c'est un truc de base que les directions syndicales n'en ont rien à foutre. Ils envoient la classe ouvrière vas-y, grève le 5 juin, allez, vous faites grève, vous perdez un salaire, on s'en fout, c'est à vous vous démerdez chacun. Donc il faut reconstruire, mais en basant sur des bases simples, mais qui en fait traitent de la réalité concrète et de ce qui est nécessaire pour aller de l'avant et gagner nos luttes. Je pense que c'est vraiment une question clé. En fait, tu touches vraiment tout le cœur du problème. C'est l'atomisation de la classe ouvrière, le fait que justement c'est de plus en plus difficile d'organiser, et aussi le niveau de conscience. En fait, c'est clé de prendre ces éléments en considération. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas « Allez, il faut être d'accord avec le manifeste du Parti communiste et on construit un syndicat là-dessus ». Mais il faut avoir une approche pour directement adresser ce problème. Ça ne va pas être facile d'adresser ce problème. Dans le contexte actuel où la bourgeoisie française est à l'offensive, c'est un peu chacun veut protéger ce qu'il a. C'est un vrai problème. Mais pour organiser des luttes qui fonctionnent, il faut présenter les travailleurs avec un plan de bataille qui se tient, qui a une chance de gagner. Et c'est ça qu'on dit, c'est qu'il faut reconstruire patiemment, mais offrir aux travailleurs des perspectives qui sont réalistes. Pourquoi est-ce que les travailleurs ne vont pas participer aux grèves de cheminots dont Emmanuel parle? C'est parce qu'ils ne veulent pas aller à l'abattoir, ils ne veulent pas faire des grèves symboliques juste pour avoir bonne conscience. Ils vont sacrifier, les travailleurs sont prêts à des sacrifices énormes, mais quand ils ont une chance réaliste de gagner. Et donc, la tâche des révolutionnaires, c'est justement d'offrir aux travailleurs, y compris et en particulier les travailleurs les plus précaires, atomisés, etc., il faut vraiment se concentrer sur ces couches-là, les organiser pour des batailles qui peuvent gagner. Mais si les révolutionnaires ne s'attellent pas à cette tâche-là, c'est quoi le but des révolutionnaires et comment est-ce qu'ils vont gagner la confiance pour leurs idées révolutionnaires au sein de la classe ouvrière? Il faut montrer que le marxisme, c'est un outil pertinent de lutte pour avancer les luttes des travailleurs. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner les travailleurs à la perspective plus large du communisme, etc. Mais il faut s'atteler à ce problème politique.
Votre intervention, on va réunir ici. Merci pour vos interventions. Je voulais demander une clarification par rapport à la critique du républicanisme de Mélenchon. Pas pour parler de Mélenchon en soi, mais plus pour parler du sens de la République, du républicanisme pour le marxisme. Alors concrètement, spécifiquement, en quoi est-ce que la République, le républicanisme est un obstacle à la solidarité avec la Palestine, avec les banlieues, et plus concrètement, pourquoi est-ce que la République et le républicanisme sont des obstacles à une lutte pour le socialisme? Quelle est la critique marxiste de la République? En tant que Québécois, je me sens un petit peu intimidé par la question. Je suis sûr qu'il y a des centaines de thèses doctorales sur la question du républicanisme et la signification du républicanisme. Mais bon, je vais essayer d'expliquer comme je le comprends. Il y a une tradition en France de radicalisme bourgeois. Et donc c'est de ça qu'on parle un petit peu. Mais bon, comment ça se pose un peu concrètement dans le contexte actuel? C'est vraiment, en fait, ils définissent eux-mêmes plus ou moins cette espèce d'arc républicain. Et donc, c'est un peu une défense de l'ordre capitaliste français tel qu'il a existé depuis dans la période actuelle. Et donc, il y a certains piliers de cet ordre. La laïcité, bon, ils en donnent un caractère totalement réactionnaire. La laïcité, l'empire, l'empire français et les colonies qui continuent à défendre, etc. Quoi d'autre? Et aussi, bon, la campagne anti-musulmane, bon, qui va un peu avec cette histoire de laïcité, mais c'est vraiment ça un des socles du républicanisme français moderne. Et donc, tout cet attachement à l'ordre, à l'état actuel. Écoute, faisons un pas en arrière. Le problème, pour Mélenchon, le problème, c'est la République, telle que c'est la Constitution, c'est la superstructure politique. Pour lui, c'est ça qu'il veut changer. Mais le fond des problèmes en France, c'est l'économie. C'est le capitalisme français qui est en déclin et qui doit serrer la vis aux travailleurs. Et fondamentalement, changer la superstructure politique ne change rien à ce problème économique de fond. Donc ça, c'est vraiment l'argument, si tu veux, de fond. Après, tu as plusieurs manifestations, comme ce que j'ai dit, l'Empire, la campagne anti-musulmane, etc. J'espère que ça répond. J'ai une intervention là-bas. Alexandre. Je suis aussi à la Trotskiste de France et je suis aussi conseiller dans une plateforme industrielle. Parle dans le micro. Donc, j'ai essayé d'impulser une campagne vigoureuse sur mon lieu de travail pour que la relaxe de Gaël Tirante, Yann Lemairer, Brahim Dalila et Mohamed. Parce que si ces camarades-là prennent 5 ans de prison ou même quelques mois de prison, ça va être la porte ouverte pour des attaques encore plus importantes. Et j'ai fait aussi ce même point pour la question d'Anastasie. La question des statuts, moi je pense que le camarade Emmanuel, il a mis le point dessus. Je vais vous dire une chose. J'ai par exemple, moi en tant que recruté fonctionnaire à la Poste, je gagne 250 € de plus qu'un camarade contractuel qui a la même ancienneté, et ça c'est pas normal. Donc si on ne lutte pas aujourd'hui concrètement pour avoir le statut le meilleur, qui est le statut, toi Chimido, le statut fonctionnaire postier, ça veut dire quoi? Qu'on va accepter les divisions. Et donc, les situations dégradées pour... Et ce qui fait une moquerie à travail égal, salaire égal, qui est un mot d'ordre syndical, historique. Alors, la question qui rentre, elle touche à ce truc-là. Il y a 10 ans, ils ont fait
une bataille de 173 jours pour arracher la CDIsation de travailleurs intérimaires. Et aujourd'hui, je discute avec une collègue de lutte ouvrière, elle me dit « Oui, si ça passe pour lui, on va être écrasés comme des insectes. » Mais je lui dis « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant aujourd'hui pour Galtiran ?» Et là, il n'y a plus rien. C'est ça le problème. Et alors, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité. Et quand je mets en avant la question qu'il faudrait faire une campagne de syndicalisation parmi les intérimaires et parmi les sous-traitants, elle me répond « Ah, mais c'est compliqué, c'est pas possible. » Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est qu'à côté de là, tu as une dirigeante qui est pour Fabien Roussel et elle n'est pas pour lutter contre ces saloperies-là. Et voilà pourquoi on est dans cette merde-là. Donc si on veut unifier effectivement la classe ouvrière, on est obligé de s'adresser à ces trucs-là qui empêchent le travail égal à salaire égal. Et c'est pas quelque chose de vraiment révolutionnaire, mais si on passe pas par là, comment on peut aller après parler de communistes et d'avoir des grands mots rouges? Voilà ce que je suis en train de dire. Oui, effectivement, cette question, je voulais dire aussi quelques mots sur l'embauche de tous les sous-traitants. Le problème, c'est pas les bureaucrates syndicaux avancent même pas ce genre de mot d'ordre. Ils vont dire à certains collègues, ouais, mais toi, tu es en intérim, tu peux pas faire grève. Et évidemment, après, les travailleurs, ils ne se sentent pas protégés, ils vont pas partir en grève, quoi. Donc, la question, c'est de présenter un programme, comme on l'a expliqué, comme Emmanuel l'a expliqué, l'embauche de tous les sous-traitants, etc. C'est la seule manière pour unifier les travailleurs des différentes couches d'une façon qui soit concrète, quoi. Et c'est le genre de choses qui va faire beaucoup plus pour unifier la classe ouvrière entre les ouvriers blancs et les jeunes des quartiers que tous les blabla moralistes des libéraux et de différentes obédiences, quoi. Donc je crois que ça c'est important. Un autre aspect sur les limites dans lesquelles on se trouve dans les entreprises, c'est pas seulement la question des défaites, c'est la question du facteur subjectif aussi, comme les camarades l'ont expliqué dans leur présentation. Quand on a des organisations comme Lutte ouvrière qui, en fait, même dans des AG de grévistes, disent que un piquet de grève ou une caisse de grève, c'est pas quelque chose de réaliste, mais à quoi servent les militants révolutionnaires si c'est pas de mettre en avant des tactiques grévistes qui permettent de confronter les capitalistes. C'est un peu ça le problème, il est à la fois objectif et il est subjectif, et c'est ça qui se pose pour l'unification de la classe ouvrière. Voilà, et on a encore quelques minutes, est-ce qu'il y a encore des interventions? Sinon on va conclure, il y a encore une intervention là, et une là, et ensuite je vais passer la parole à mes camarades pour les conclusions. Bonjour. Alors, au début du topo, vous avez parlé de vous adresser aux électeurs. Vous avez parlé des ouvriers à un moment et des jeunes des banlieues. Alors, je voudrais savoir si vous faites une différence entre les deux et est-ce que vous faites une différence sur la manière de vous adresser à eux, à chacun d'eux, pardon. Et deuxième question, pardon, je voudrais savoir, vous avez parlé de réunir tous les syndicats, pardon. En quoi est-ce que vous êtes sûr qu'en réunissant tous les syndicats, ça donnera plus de chances à défendre les vrais intérêts, sachant que déjà séparément, ils ne défendent pas vraiment. Il faut d'en avoir qu'un. En quoi ça va changer les choses? Merci. Je suis quand même étonnée, ayant des bases trotskistes, qu'on ne s'attelle uniquement qu'à un programme syndical sur comment lutter. Moi j'ai l'impression de me retrouver dans mon organisation syndicale. Et je pensais qu'ici, en arrivant à ce débat-là, sur le changement qu'il y a, enfin, comme ça a été annoncé pour aujourd'hui, sur les évolutions qui se passent dans le monde, je pensais que la question
raciste, la question de la montée du fascisme, on l'a subi également, enfin, on est face dans nos entreprises, dans nos quartiers, qu'on soit travailleurs ou retraités, etc. Les grands débats actuellement, c'est pas uniquement sur est-ce qu'on va gagner pendant ces grèves, c'est également, et là je suis étonnée que dans le programme qui a été présenté dans la SNCF, moi j'ai suivi de près les grèves de la RATP qui ont été malheureusement aussi, qui n'ont pas abouti mais qui étaient très très forts. Il y avait des débats dans les assemblées générales des anciens de la RATP par rapport aux nouveaux qui sont issus immigrés, etc. Et on a senti très fortement, alors que tout le monde se battait, qu'il y avait une grande différence entre les anciens ouvriers, etc., et les nouveaux qui arrivaient avec des contrats précaires, et en plus, immigrés, musulmans, etc. Et la question du racisme dans les boîtes, elle est hyper importante. La question de la montée du fascisme, quand tu vois qu'un ouvrier ou qu'un retraité qui s'est battu dans les grèves commence à penser à voter Marine Le Pen, je suis très étonnée que la Ligue trotskiste, que je découvre là maintenant, qui n'est pas la même que celle que j'ai connue avant, eh bien, ne pose pas ces questions fondamentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un programme syndical où, bien entendu, quand on fait grève, on bloque tout, ça je suis totalement d'accord, mais également poser le problème du racisme et du fascisme. Et de la dictature ou pas, est-ce qu'il y a une dictature, est-ce qu'il y a des fascistes, par exemple, aux USA, est-ce qu'il y a des fascistes en Europe, au niveau des gouvernements, comment on les qualifie, comment on les combat. Je pensais avoir ce débat-là, voilà. Ok, pour le premier camarade. Donc, est-ce qu'on fait des différences entre les jeunes des quartiers et la classe ouvrière? Non, et oui en même temps. Donc non, évidemment, les quartiers sont pleins de travailleurs. Donc dans ce sens-là, c'est la même chose. Mais aussi, il y a une question qui n'est pas uniquement, qu'on ne peut pas juste uniquement dire que c'est seulement une question de travailleurs, mais aussi c'est une question de minorités opprimées et ségrégées en France, qui est une question quand même particulière, qui ne peut pas juste être réduite à la question des travailleurs. Donc, c'est un peu ma réponse. Sur la question de l'unification des syndicats, évidemment, en soi, c'est pas tout seul une solution. Bon, donc par exemple, au Québec, d'où je viens, évidemment, il y a un syndicat, tout le monde doit, par la loi, être dans le syndicat, et ils ont tous aussi des caisses de grève. Est-ce que les syndicats au Québec sont meilleurs qu'en France? Non. Ceci dit, quand tout le monde va en grève en même temps, il y a une force de frappe qui est beaucoup plus forte. Donc ce qu'on dit en France, c'est pas qu'il faut seulement unifier les syndicats et ça va être la solution à tous les problèmes. Pour nous, ça c'est une partie d'une perspective qui est de remplacer la direction des syndicats par des directions militantes qui guident leur travail avec le marxisme. Donc c'est ça notre perspective. Pour répondre un peu à la camarade. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire notre forum comme ceci? Parce que on veut débattre avec les camarades ici, avec les camarades de lutte ouvrière, sur nos différences, où ça devient concret. Donc on est d'accord sur le communisme, on est d'accord sur les grands principes généraux, mais où est-ce que la question devient vraiment concrète en France aujourd'hui, c'est quoi faire? Quoi faire? Comment lutter contre l'extrême droite? Comment faire ça exactement? Et pour ça, il faut parler du travail syndical. Il faut tirer les leçons des défaites. Et c'est pas vrai qu'on n'a pas parlé du tout de la question des minorités opprimées. Par exemple, et ça, je pense, c'est clé quand ça vient à la question du mélanchonisme. Par exemple, nous, on s'est battu pour que la relaxe des jeunes qui ont été arrêtés. Et on pense que c'est une manière, en fait, importante d'exploiter les contradictions au sein du mélanchonisme. Et on pense que ça, c'est en fait un élément totalement crucial et central. Et aussi, dans les syndicats, il faut défendre les minorités. Ça fait aussi partie de la perspective qu'il faut mettre de l'avant dans les syndicats, évidemment. C'est 19 heures. Ok, d'accord.
Camarades, je vous remercie. Alors, on doit céder le micro. Donc, je vous invite à venir à notre stand, venir vous abonner à notre journal. C'est 5 € pour 4 numéros et les deux numéros de notre revue internationale. Voilà, profitez-en.